avons l'honneur ce soir de recevoir Monsieur Eli Moutouedou. Eli Moutouedou donc va nous présenter comment des champs abandonnés se transforment peu à peu et presque miraculeusement en forêt et pourquoi ce cycle naturel est essentiel pour la biodiversité, le stockage du carbone et la résilience des écosystèmes tropicaux. Monsieur Eli Moutouedou est actuellement doctorant. Il est également enseignant et assistant de recherche à l'Université officielle de Bukavu. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur Eli. Vous pouvez donc prendre la parole. Merci beaucoup, Laetitia. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup pour cette introduction. Euh, Comme l'a dit Laetitia, je suis Elie Moutouedou, doctorant à l'ERAIFT, qui est situé à Kinshasa, mais également assistant d'enseignement et de recherche à l'Université officielle de Bukavu et à l'Université catholique de Bukavu. Alors, si vous permettez, je peux partager mon écran. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire une petite présentation sur une thématique que personnellement j'ai trouvée intéressante, intitulée Quand les champs redeviennent forêt. Euh, En fait, il s'agit d'une présentation que moi je qualifierais de synthèse euh, sur un projet plus grand, mais également je préviens déjà que tous les résultats obtenus dans le cadre de cette recherche n'ont pas été insérés ici et les analyses n'ont pas été suffisamment poussées. En fait, tout ce qui sera présenté sont des analyses, des résultats qui sont préliminaires. Alors, la présentation va se faire suivant un plan que j'appelle traditionnel. C'est-à-dire, nous aurons une petite introduction, ensuite vont suivre les matériels et les méthodes utilisées. Nous avons les résultats préliminaires qui ont été obtenus, et puis nous allons tirer une petite conclusion. L'étude se concentre principalement sur les forêts du bassin du Congo de manière générale, et plus particulièrement dans la province du Sankuru, comme on va le voir lorsque nous allons avancer. Alors, comme sûrement la plupart d'entre vous le connaissent, les forêts du bassin du Congo couvrent une superficie de 300 millions d'hectares. Et cette superficie place ces forêts du bassin du Congo à la deuxième position comme massif forestier au niveau mondial, juste après les forêts amazoniennes et bien avant les forêts du sud-est asiatique. Ces forêts sont reparties dans six pays principalement, comme on peut le voir sur la carte qui est projetée. Nous avons la République démocratique du Congo avec plus de 60% des forêts du bassin du Congo. Nous avons le Cameroun, nous avons le Gabon, nous avons la Guinée, nous avons la République centrafricaine et nous avons la République du Congo. Ces forêts fournissent ce qu'on appelle des services écosystémiques euh, importants, à la fois pour les populations locales, mais également au niveau tant national, au niveau des pays dans lesquels ils se trouvent, mais également au niveau mondial. Ils fournissent notamment bois de chauffe, viande de brousse, bois d'œuvre et tout ce qui va avec. Et ils jouent également un rôle super important dans la mitigation des effets du changement climatique en tant que réservoir de carbone riche en ce qui concerne la biodiversité. Alors, malgré le rôle super important de ces forêts, malheureusement, ces forêts sont principalement menacées par des activités humaines non durables qui entraînent notamment leur dégradation. Parmi ces activités, nous avons principalement l'expansion des infrastructures ou l'urbanisation, si on peut le dire comme ça. Nous avons également l'exploitation minière et nous avons l'agriculture itinérante sur brûlis. Euh, des recherches ont montré que l'agriculture itinérante sur brûlis constitue la principale en fait source de dégradation dans les forêts
du Congo. Et qu'est-ce qui se passe avec l'agriculture itinérante sur brûlis dans la plupart des cas, c'est que les paysans vont ouvrir des petites parcelles, souvent inférieures ou égales à 0,5 hectares. Ils vont ouvrir des petites superficies en forêt et puis après ouverture, ils vont cultiver. Une fois que la terre n'est plus très productive, la tendance, c'est que les paysans vont abandonner pour aller ouvrir un autre espace, souvent en forêt primaire ou en forêt vieille, parce que là, on parle de l'hypothèse selon laquelle les forêts vieilles, en fait, seraient beaucoup plus riches en termes de fertilité comparé aux forêts, aux terres qui ont été abandonnées, avec toute la litière qui serait déjà tombée, les feuilles en décomposition avec le temps et tout ce qui va avec. Alors, ce sont justement ces espaces de forêt qui vont nous concerner, c'est-à-dire ces terres agricoles qui ont été abandonnées après agriculture itinérante sur brûlis. Comment est-ce que sur ces espaces-là, la forêt se régénère et comment est-ce qu'elle parvient à atteindre l'étape de maturité? Voilà. Alors, compte tenu de la croissance démographique qui est prévue sur les continents africains, en tout cas tout le monde en parle, on pense que le continent africain va avoir une explosion démographique d'ici dans les années à venir. Ça signifie que en fait, ça sera aussi un besoin pour les populations locales en termes d'espace pour les habitations, un besoin d'espace pour pratiquer leurs activités agricoles. En ce sens-là, pardon, les menaces sur les forêts du bassin du Congo restent toujours permanentes avec avec les projections futures pour la population. Dans ce contexte, en fait, comprendre comment les forêts se régénèrent après dégradation ou après abandon des terres agricoles constitue à la fois un sujet de recherche qui est d'actualité, mais également pour de fins de recherche appliquées. Est-ce que ça se passe lorsque, concrètement, lorsque les terres agricoles sont abandonnées pour que la forêt revienne, en fait? Alors, ça se passe souvent en quatre étapes. Nous avons d'abord la première étape qu'on appelle la phase de colonisation. Les premières espèces vont arriver, et souvent qui va entre 1 et 3 ans. Nous avons la deuxième phase, ce sont les espèces pionnières qui vont s'installer, c'est-à-dire les toutes premières espèces d'arbres. Parmi les espèces pionnières, nous pouvons citer par exemple l'espèce phare qui est connue. Nous avons le Musanga cecropioides qui est connu en tout cas dans le bassin du Congo comme étant une espèce pionnière. Nous avons le Rhinodendron edoloti et plusieurs autres espèces, les espèces du genre Macaranga et tout ce qui va avec. Alors, nous avons la troisième phase, nous avons notamment les arbres qui sont exigeants à lumière, qui vont commencer également à s'installer plus l'âge avance. Et ces arbres-là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont remplacer, parce que très compétitifs en termes de lumière, ils vont remplacer les pionniers qui vont disparaître peu à peu. Et puis, nous avons enfin ce qu'on appelle la période, la phase climatique, qui est plus longue, c'est-à-dire dans des forêts qu'on peut qualifier de primaires et intactes. Alors, les études qu'on qualifie les études de chronoséquence s'appuient sur ces successions-là, de ces phases-là, pour justement voir comment est-ce que la forêt se réinstalle après abandon des terres agricoles. C'est-à-dire, on va voir comment est-ce que la diversité floristique se régénère, mais également comment on va voir comment est-ce que le carbone stocké revient tout au long de ces stades de développement. Alors, compte tenu de leur importance socio-économique et écologique, parce qu'il est quand même aussi important de signaler que les forêts secondaires représentent actuellement la moitié ou si pas plus des forêts que l'on retrouve actuellement au niveau de la planète, mais également ce sont des forêts qui jouent carrément le même rôle que des forêts primaires, c'est-à-dire en termes de fourniture des services écosystémiques, que ce soit des services d'approvisionnement, de support ou de socioculturels ou encore des services de régulation. Donc, compte tenu de leur rôle de ces forêts de régénération,
ils ont vraiment retenu l'attention pour plusieurs chercheurs, notamment dans le bassin de l'Amazonie, là vraiment il y a beaucoup de recherches qui ont été conduites en ce sens-là. Il y a même un modèle qui existe pour dire que non, voilà, après abandon des terres agricoles dans la zone, dans la forêt amazonienne, voici le temps qu'il faut pour que la forêt puisse atteindre son état d'équilibre climatique. Mais c'est aussi important parce que dans le bassin du Congo, on a malheureusement obtenu quelques études seulement qui se sont concentrées à la régénération forestière après abandon des terres agricoles. Ce vide en termes de recherche, en fait, reste une préoccupation majeure parce que si les dirigeants des pays concernés se sont dit à travers des accords internationaux qu'il faut restaurer jusqu'à 350 millions d'hectares des terres dégradées d'ici 2030, et on sait que la régénération naturelle constitue carrément la méthode la plus facile de régénération parce qu'elle ne demande rien, c'est juste abandonner les terres agricoles, n'est plus les perturber avec le feu et puis les laisser carrément commencer à croître afin que on puisse profiter de tous les services écosystémiques qu'ils fournissent. Donc, en ce sens-là, si on a des connaissances solides et qui s'appuient sur des recherches scientifiques, on pense que les politiques également nationales des pays concernés peuvent et réellement proposer des solutions qui seraient solides mais également qui serait adapté aux réalités locales afin de permettre une régénération forestière et atteindre l'objectif de restaurer 350 millions d'hectares de terres dégradées d'ici 2030. Alors, c'est en ce sens-là que nous avons conduit notre recherche pour essayer un peu de comprendre comment est-ce que les forêts, en fait, les champs redeviennent des forêts dans le bassin du Congo, principalement dans notre zone d'étude. Alors, nous avons poursuivi plusieurs objectifs. L'objectif principal était juste de contribuer à une meilleure compréhension de l'impact de l'histoire d'utilisation des terres sur la régénération naturelle des forêts dans le bassin du Congo. Par impact de l'histoire d'utilisation des terres, on va comprendre que réellement, on va comprendre quand est-ce que le feu il est passé, depuis quand la terre a été abandonnée, mais également comment est-ce que la régénération se fait. Déjà, ça, c'est une histoire pour une zone X ou une zone Y. Spécifiquement, il s'agit de répondre à deux questions principales. La première question serait de savoir à quelle vitesse la diversité des espèces et la composition floristique se rétablissent après, lors de la régénération secondaire, après abandon des terres agricoles. La deuxième question serait de savoir à quelle vitesse exactement le stock de carbone serait constitué également lors d'une succession secondaire après abandon des terres agricoles. Alors, comme méthodologie utilisée, l'étude d'abord a été conduite dans la province du Sankuru, principalement dans une zone qu'on appelle Mukumari. Mukumari, qui est un coin situé à 140-150 km de la ville de Lodja. Alors, la province du Sankuru fait partie des trois provinces qui ont été issues du démembrement de la province du Kasaï oriental. Elle est caractérisée par deux saisons. Nous avons une saison pluvieuse et une saison sèche, avec des températures moyennes qui vont jusqu'à moyenne annuelle de 25 degrés centigrades, avec des précipitations moyennes annuelles qui varient entre 1000 et 2000 millimètres de précipitations. Alors, quelle méthode a été utilisée? Nous avons d'abord procédé par des inventaires forestiers. Et qu'est-ce que nous avons fait? Dans un premier temps, il fallait d'abord identifier des parcelles forestières qui seraient concernées. C'est-à-dire, si dans l'introduction, nous avons dit que la phase de succession passe par quatre étapes, il fallait d'abord nous rassurer que nous avons trouvé des parcelles qui concordent en fait avec ce qui est dit dans la littérature. Alors, en ce sens-là, nous avons mené des interviews auprès des populations locales
pour essayer un peu de comprendre comment est-ce que la régénération forestière se fait après abandon, enfin, pour déterminer la date, l'année exacte à laquelle la Terre a été abandonnée. Et à côté de ces interviews, nous nous sommes également accompagnés, appuyés sur les connaissances en termes de diversité floristique, des espèces caractéristiques selon l'âge des parcelles forestières. Ensuite, nous avons maintenant procédé à la sélection des terres. Nous avons installé au total 20 parcelles permanentes. Ce sont des dispositifs permanents que nous avons installés, c'est-à-dire que le suivi de la dynamique va se poursuivre avec le temps. Nous avons choisi 5 stades d'âge. Nous avons les forêts jeunes, les jachères de 5 ans, 10 ans. Nous avons de forêts abandonnées il y a 20 ans. Nous avons de forêts abandonnées il y a 60 ans. Mais également, nous sommes partis dans les forêts qu'on qualifie des forêts matures ou des forêts primaires, abusivement, appelons ça comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons fait dans ces forêts en question? Nous avons, comme on peut le voir, sur l'image qui est projetée, on peut voir qu'il y a d'abord installation avec tout le nécessaire des parcelles d'inventaire. Alors, nous avons installé des parcelles permanentes de 0,5 hectares dans chaque stade d'âge, hein, sans oublier que dans l'introduction, nous avons dit que les parcelles, lorsqu'on ouvre un champ dans les forêts naturelles, avec tous les travaux qui va avec, le plus souvent, la taille ne dépasse, atteint difficilement 1 hectare, mais le plus souvent, c'est dans les 0,5 hectares. En ce sens-là, nous avons choisi d'installer le dispositif dans des dimensions de 0,5 hectares. Alors, toutes les parcelles mesurées ont été ensuite divisées en des sous-parcelles de 25 mètres à 25. Et puis ensuite, nous avons prélevé les coordonnées de chaque parcelle au niveau du centre. Alors, ensuite, pour tous les arbres dont le diamètre à hauteur des poitrines était supérieur à 10 centimètres, ici, nous avons utilisé le protocole qu'on appelle le protocole Renfort, qui dit que pour tous les arbres qui mesurent un diamètre supérieur ou égal à 10 centimètres, nous avons d'abord fait l'identification, c'est-à-dire récupérer les noms des espèces. Ensuite, nous avons mesuré le diamètre à hauteur des poitrines au niveau de 1,3 m au-dessus du sol ou bien au-delà. Généralement, nous ajoutions 50 centimètres s'il y a un défaut. Ensuite, nous avons prélevé les coordonnées cartésiennes X, Y pour chaque individu, pardon, pour chaque individu identifié et mesuré. Ensuite, nous avons récupéré le code qu'on appelle le code arbre Rainfort pour chaque individu, c'est-à-dire nous devions déterminer dans quel état nous avons trouvé l'individu à l'instant où il a été mesuré. Et là, plusieurs paramètres sont présentés devant vous à gauche de l'écran. Vous pouvez voir que, par exemple, pour le code A, c'est pour un arbre qui est vivant et qui est normal. Et pour le code M, par exemple, c'est pour un arbre qui est couvert de lianes, ainsi de suite. Alors, nous avons également récupéré ce qu'on appelle les indices de Dawkins et de Van Dalen pour chaque individu. C'est-à-dire, pour l'indice, par exemple, d'illumination de la couronne, il fallait voir comment est-ce que la lumière atteint la couronne de chaque individu mesuré, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, pour chaque individu, nous avons d'abord numéroté chaque individu avec 2 numéros parce que, je l'ai dit, ce sont des dispositifs qui sont permanents. Nous avons utilisé 2 numéros. Nous avons un numéro métallique et nous avons un numéro à la peinture. Ensuite, nous avons mesuré pour chaque individu le diamètre à hauteur de poitrine et nous avons marqué le niveau de mesure du diamètre parce que, comme je l'ai dit, ce sont des dispositifs qui sont des parcelles permanentes et que des mesures vont suivre peut-être dans des années à venir.
Nous avons également prélevé la hauteur totale de 20% d'individus dans chaque classe de diamètre pour faire des corrélations de l'ordre du calcul de la biomasse aérienne ligneuse. Nous avons également collecté des échantillons de bois pour essayer un peu par la suite de voir dans quelle mesure nous pouvons déterminer la taille, pardon, pour se rassurer que l'identification des individus va bien se faire au niveau du laboratoire. Et pour les individus dont le nom a été difficile à déterminer au niveau sur terrain, pratiquement sur terrain, nous avons acheminé les herbiers au niveau du laboratoire de l'INERA et Angambi dans leur service, notamment à l'herbarium, service de foresterie, pour qu'on nous aide avec la confirmation, mais également l'identification des noms qui étaient difficiles à identifier. Alors, en ce qui concerne l'analyse des données, nous avons principalement utilisé le logiciel R pour l'analyse des données. Évidemment que l'encodage des données de terrain a été effectué dans le logiciel sur Excel, Microsoft Excel, la version 2013. Et voilà. Après, nous avons analysé les données dans le logiciel R en utilisant principalement le package biomasse de logiciel R. Le package nous a permis d'abord de corriger les noms scientifiques des espèces. Ça, c'est une spécialité du package. Il va se connecter à différentes bases de données pour qu'il corrige un peu l'écriture des noms scientifiques des espèces. Ensuite, il nous a permis aussi à déterminer les familles des individus qui ont été mesurés sur le terrain et nous a également aidé à calculer la diversité floristique et la composition spécifique. Ensuite, en ce qui concerne la biomasse aérienne ligneuse, toujours avec le package de biomasse, le package nous a permis également d'identifier, de déterminer la densité du bois de chaque individu mesuré. Et nous a également permis, parce que, comme je l'ai dit dans la partie précédente, nous avons mesuré la hauteur de seulement 20% d'individus par chaque classe de diamètre. Le package nous a permis à prédire la hauteur des individus sur terrain, des individus qui n'ont pas été mesurés en termes de hauteur. Et puis ensuite, nous a permis aussi avec la fonction compute AGB, il nous a permis de générer la biomasse de chaque individu. Et puis ensuite, nous avons fait la sommation des individus et puis les présenter par parcelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut présenter comme résultat? Comme je l'ai dit lors de mon introduction, ce ne sont que des résultats qui sont provisoires. Les analyses ne sont pas encore vraiment très poussées pour que l'on puisse prendre des orientations plus précises. Alors, mais qu'est-ce qu'on peut avoir juste pour l'instant là? Ce qu'on peut retenir, c'est que dans nos 20 parcelles qui ont été inventoriées, nous avons mesuré au total 2309 individus. Les 2309 individus sont repartis en 135 genres et en 40 familles. Alors, parmi les familles les plus représentées, nous avons notamment la famille des Euphorbiacées et la famille des Fabacées. Alors, l'élément aussi peut-être qui serait important de mentionner, ça serait peut-être en fonction de l'âge, quels sont les individus qui ont été les plus abondants dans les familles de 5 ans, dans les parcelles de 5 ans. Nous avons trouvé par exemple que Macaranga spinosa avait le plus d'individus et suivi des Belucia occidentera. Dans les individus de 10 ans, nous avons également Macaranga spinosa qui revenait en tout cas dans les parcelles de 10 ans. Nous avons aussi, dans les parcelles de 20 ans, nous avons des espèces du genre Fontumia, notamment avec Fontumia elastica et Fontumia africana. Et à 60 ans, nous avons l'espèce phare qui était le Plagiostylés africana. Et dans les forêts matures, il y a également les Plagiostylés qui étaient en connivence avec Stautia camerounensis. Anyway. Alors,
En ce qui concerne les indices de diversité floristique, pour essayer un peu de voir comment est-ce que la diversité floristique se comporte en fait en fonction de ces classes d'âge-là, nous avons généré un graphique sur lequel nous avons essayé un peu de regrouper carrément tous les individus en fonction de l'âge qui correspond. Euh, on a trouvé réellement que, comme c'est encerclé devant nous, l'indice de Shannon, l'indice des Simpsons, l'indice de l'équitabilité de Pielou, mais également ce qu'on appelle la raréfaction. La raréfaction, en fait, pourrait être confondue avec la richesse spécifique ici, mais la richesse spécifique, c'est la densité, en fait, des individus. Combien d'individus on a trouvé en fonction de l'âge d'abandon du champ pour que la forêt se régénère. Mais la vraie diversité floristique, en fait, est appelée ici raréfaction. Parce que c'est un indice qui a été calculé justement pour chaque parcelle. Le logiciel est parti de l'hypothèse selon laquelle les parcelles ont le même nombre d'individus et on a calculé le nombre d'individus on a calculé la diversité floristique sur le même nombre d'individus pour chaque parcelle. Et en ce sens-là, on voit que les résultats préliminaires montrent que la diversité floristique ne varie pas trop entre 5 et 20 ans. Mais par contre, lorsque on voit que à 60 ans et dans les forêts matures, qu'on appelle ici OG, on voit qu'il y a une nette démarcation en termes de diversité floristique pour tous les indices qui ont été pour tous les indices qui ont été calculés, ce qui n'est que normal parce que lorsque nous sommes dans les jeunes forêts, on voit que ce sont les espèces principalement pionnières qui sont installées. Et puis plus le temps passe, plus à la fois les pionniers, mais également les espèces qui ne peuvent pas tolérer l'homme commencent à disparaître pour laisser la place aux individus qui sont strictement héliophiles. Et voilà, on voit vraiment que la diversité floristique se reconstitue progressivement jusqu'à 60 ans pour que nous puissions avoir une démarcation qui soit plus grande entre 60 et dans les forêts matures. Et ça, c'est quelque chose qui a été quand même vérifié aussi dans d'autres études. Par exemple, dans la forêt amazonienne, on nous montre réellement que, mais dans les quelques études qui ont été identifiées et répertoriées dans le bassin du Congo, on nous montre réellement que les forêts secondaires se régénèrent progressivement, mais également la diversité floristique est plus élevée dans les forêts matures. Alors, en ce qui concerne la biomasse, on observe carrément le même scénario. On observe carrément le même scénario, c'est-à-dire la biomasse est beaucoup plus élevée dans les forêts plus âgées, ce qui n'est que normal parce que des études ont montré que, enfin, avec la plus grande biomasse est stockée dans les grands arbres, alors que dans les forêts primaires, carrément, on va trouver que la plupart des individus des gros arbres, on va les trouver dans les forêts qui sont plus âgées, comparativement à des forêts de 5 ans ou de 10 ans, où on peut avoir, en termes de nombre d'individus, en termes de densité, on va avoir une densité plus élevée dans les forêts qui ont l'âge réduit, mais qui stockent une quantité faible de biomasse comparée aux forêts qui sont plus âgés. Et l'observation a également été faite pour des forêts euh, à travers des sites qui ont été installés dans le bassin du Congo, mais également dans d'autres régions du monde, notamment dans la zone amazonienne. Alors, les analyses plus poussées vont maintenant consister à calculer, notamment, voir un peu la variation, elle peut provenir d'où, notamment incorporer, insérer les données caractéristiques de la zone, mais également faire des analyses statistiques, c'est-à-dire des ANOVA, ou dans le cas contraire, des tests non paramétriques pour les ANOVA, Kruskal-Wallis par exemple, pour que l'on puisse maintenant essayer de voir comment est-ce que la variation peut provenir d'où, mais également sur le long terme, peut-être prédire aussi comparer les données ou bien les injecter dans une base de données plus grande pour contribuer maintenant à une connaissance plus établir aussi le modèle, pourquoi pas,
pour les forêts du bassin du Congo. Et pour conclure, pour ne pas prendre beaucoup de temps et laisser la place à la séance de questions-réponses, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord, on vient de voir que lorsque un terrain agricole est abandonné après agriculture itinérante sur brûlis, il lui faut du temps pour que l'on puisse retrouver exactement le stock de biomasse de départ, c'est-à-dire lorsque la forêt était encore non perturbée, mais également pour que la diversité floristique et la composition se remettent en place. On a également vu que la diversité floristique et la composition, la diversité floristique se remet un peu plus rapidement, mais la composition floristique prend beaucoup plus de temps en fait comparé à la diversité, mais également le stock de carbone également entre 10, 20, entre 5, 10 et 20 ans, il n'y a pas des différences grandement significatives, mais lorsqu'on va déjà vers 60 ans et dans les forêts plus matures, le stock de carbone comparé aux forêts jeunes, il y a une nette démarcation. On voit que ça s'accumule justement avec le temps. Et l'autre élément, c'est que quand les champs redeviennent forêts, on peut dire que la nature nous offre une seconde chance. C'est-à-dire ce que nous avons perdu lorsque nous avons fait nos activités d'agriculture itinérante sur brûlis, la nature nous offre en fait cette chance-là de retrouver ce que nous avons perdu. Mais la question est après combien de temps? Des études ont montré peut-être qu'il faut attendre 150 ans pour que l'on puisse avoir exactement les éléments de départ que ce qui a été dit. Mais dans le bassin du Congo, il nous faut combien de temps réellement pour que la nature nous offre pour atteindre l'état d'équilibre là, ça reste une question à se poser. La deuxième observation, c'est que lorsque la nature nous offre cette seconde chance, elle vient accompagnée de tous les services écosystémiques qu'il peut fournir. C'est-à-dire, nous avons des sols qui redeviennent encore plus vivants parce qu'il y a une vie qui va remettre en fait. Nous avons également avec tout ce qu'on connaît comme les services d'épuration de eau, nous avons l'ombre pour les cultures, nous avons la diversité, etc., etc. Et nous pouvons dire en fait que laisser les forêts revenir, laisser les revenir la forêt, c'est cultiver l'avenir. En ce mot, nous disons et nous vous remercions. Vos questions sont les bienvenues. Merci beaucoup, Ellie, pour une présentation vraiment très intéressante. Donc, on va passer à la session questions-réponses. Sentez-vous libre d'écrire vos questions dans le chat box, même si je préfère qu'en général, on lève la main, c'est plus rapide. Mais sentez-vous libre d'écrire les questions dans le chat box. Et je vais donc donner la parole à Madame Rita Dangani. Merci beaucoup pour la parole accordée. Je me présente, je suis Madame Rita Dangani. Je suis aussi doctorante comme Monsieur Eli et je travaille aussi dans les forêts du bassin du Congo, plus précisément les forêts du Nord Congo. Et Monsieur Eli, toutes mes félicitations pour votre exposé. J'avoue que je suis restée sur ma faim. C'est vrai que ce sont des questions préliminaires et qu'on travaille pratiquement un peu sur la même thématique. Bon, bien que moi, je vois plutôt l'impact de l'exploitation forestière dans les forêts, c'est vrai, mais j'ai un autre collègue qui travaille aussi dans les jachères forestières. Vraiment, je suis restée sur ma faim et j'ai noté quelques questions suite à la méthodologie. Euh, voilà pourquoi j'ai voulu lever la main pour parler, pour ne pas écrire dans le chat. Je ne sais pas si je peux poser mes questions. Bien sûr. Ok. Déjà, j'espère qu'on pourra échanger avec Monsieur Eli Moutouedi juste après. J'espère que j'aurai ses contacts. Alors, j'aimerais revenir sur les distances entre les parcelles. Vous avez installé 20 parcelles, oui. Est-ce que je peux avoir une idée sur les distances qu'il y a eu entre les parcelles?
Est-ce qu'elles étaient très proches? Est-ce qu'elles étaient très éloignées? Aussi, vous avez dit que vous avez pris la hauteur de 20 arbres. Pourquoi 20? Et qu'en est-il des autres arbres, vu que vous avez calculé la biomasse en utilisant l'équation de Chaves et Hall 2014 qui prend en compte la hauteur de tous les arbres. Donc, j'aimerais savoir, qu'en est-il des autres arbres? Comment vous avez fait pour avoir leur hauteur? Euh, et aussi, pourquoi vous avez utilisé l'équation de Chaves et Hall 2014 alors que nous avons une équation régionale de Fayol et Hall 2018 qui prend en compte les données de la région? Euh, les forêts dans lesquelles vous avez travaillé font aussi partie de cette région-là, de la région de l'Afrique centrale. C'est une équation récente. Pourquoi vous n'avez pas utilisé cette équation et vous avez plutôt utilisé celle de Xavier 2014? Alors, pour l'instant, je m'arrête par là, mais je souhaite vraiment qu'on discute avec Monsieur Elie Mutwedi pour la suite, quoi. Merci beaucoup. Encore félicitations. Donc, Cécile, vous permettez? Monsieur Elie, vous pouvez prendre la parole. Super, merci. Merci beaucoup, Madame Rita, pour toutes les questions, mais également pour l'attention en fait portée sur la recherche. Je suis en tout cas partant pour que nous puissions échanger pour voir un peu dans quelle mesure nous pouvons partager nos connaissances, mais également dans quelle mesure nous pouvons, pourquoi pas, collaborer dans un futur proche ou dans un futur lointain, pourquoi pas en tout cas. Alors, je veux d'abord revenir sur la première question, la distance entre les parcelles. Les parcelles étaient-elles proches ou elles étaient éloignées? Alors, la distance, elle était en fait aléatoire parce que lorsque les paysans vont ouvrir d'abord le champ dans en forêt naturelle, c'est pas que chaque après 1 kilomètre, nous allons ouvrir une forêt. Non, c'est est-ce que c'est propice? Est-ce que j'ai le droit d'accès à la terre? Point barre, moi j'ouvre ma forêt, mon champ. Alors, pour notre cas, parce que nous avons pris en tout cas le soin de prélever tout ce qui est distance entre les zones. Nous avons installé des parcelles dans des zones qui ont des distances plus ou moins, pas trop éloignées non plus, mais pas trop proches non plus pour essayer un peu de toucher cette variabilité en termes de sol, mais également en termes de végétation. Donc, les distances ne sont pas très proches non plus, mais également ne sont pas aussi trop éloignées. Alors, la deuxième question, c'était de savoir si on a mesuré la hauteur de 20 arbres. Pourquoi? Rectificatif, on n'a pas mesuré la hauteur de 20 arbres, mais on a mesuré la hauteur de 20% d'individus par classe de diamètre pour chaque parcelle. Je ne sais pas si là je suis plus précis. Pour chaque parcelle, nous avons mesuré 20% d'individus par classe de diamètre. Ça signifie que, en fait, c'est parce que le modèle qui est utilisé par le package biomasse, euh, il exige à ce que pour prédire la hauteur totale des individus, qu'on puisse avoir au moins 20% d'individus par classe de diamètre mesurés sur le terrain. Et les individus qui n'ont pas été mesurés sur le terrain, maintenant, le package va refaire maintenant des calculs pour essayer de prédire la hauteur des autres individus. Évidemment, ce qui va accompagner par après, c'est maintenant voir si la prédiction a été correcte, est-ce qu'il n'y a pas eu des biais, est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs de prédiction et enfin, est-ce qu'il n'y a pas de correction à mener, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour revenir à la troisième question, pourquoi avoir utilisé Chave 2014? En tout cas, d'après la littérature que moi j'ai eu à consulter,
Chav, c'est l'équation qui semble être la plus utilisée, sauf erreur de ma part en tout cas. Si vous lisez les travaux de Hubo de 2020 sur le stock de carbone dans Nature, sur le stock de carbone dans le bassin du Congo, et même, je pense, sauf erreur aussi de ma part, Fayol 2018 aussi s'appuie sur des équations de Chav pour développer des équations qui seraient régionales. Euh, je veux toutefois quand même revérifier, hein. Je veux toutefois quand même revérifier, j'avoue, l'équation de Fayol pour voir est-ce qu'elle est plus précise par rapport à l'équation de Chaves pour une meilleure estimation du stock de carbone et pour une réduction maximale, en tout cas, de tout ce qui est erreur, tout ce qui est biais. Merci, Eli. Monsieur Jafet Ndoko, vous pouvez ouvrir votre micro. Ok, merci beaucoup, Dr. Laetitia. Je tiens d'abord à féliciter Messie Eli avec son travail qui est purement forestier. C'est un travail qui m'a tellement touché parce que c'est notre chemin, nous venons de là. Ça m'a beaucoup intéressé, mais je suis un peu perdu. Je ne sais pas si Messie Eli pourrait me faire ramener dans la ligne. Euh, bon, je commence d'abord avec ma première question. Je voulais savoir là où il a parlé. Euh, J'aimerais savoir la durée exacte qu'une forêt pourrait atteindre son stade climax parce qu'il a essayé de parler vers la fin, là où il a présenté ses résultats, il a parlé de 2 années, 20 ans, soit 60 ans, pour vite qu'après, après, par exemple, les activités de l'agriculture, tout ça, et la forêt pourrait être reconstituée pour atteindre son stade de climax. Là, je suis un peu perdu. Est-ce que le 20 ans, c'est ce qu'il lui-même a prédit, ou soit 60 ans, c'est ce que lui, il a prédit, ou c'est le gouvernement ou c'est les codes forestiers qui prédit cela? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, j'espère que vous écrivez la première, je peux poser Oui, la deuxième. oui, j'écris, je prends note. Oui, finissez, comme ça je pose la deuxième. J'ai déjà fini. Ok, super. Alors, Oui, la deuxième question, on comprend que lorsqu'il y a une fragmentation, la fragmentation ramène beaucoup des éléments après. Il peut y arriver on peut avoir la reconstitution des espèces qui étaient là, tout comme si on peut avoir les espèces exotiques, soit qui proviennent de d'autres endroits qui vont venir s'installer. Je donne l'exemple de l'espèce Chromoline odorata qui est beaucoup plus chez nous en RDC. Si oui, oui. l'espèce Chromoline odorata arrive dans un endroit, cela occupe la superficie. Et comment avez-vous évalué la composition floristique par rapport à la génération naturelle? Ce sont les espèces qui étaient là qui vont revenir ou soit c'est d'autres espèces qui vont venir s'installer dans les lieux. Et la toute dernière question, c'est par rapport au code de l'arbre. Moi, je pense que si on est sur le terrain, on fait des inventaires forestiers, nous avons des codes appropriés que nous donnons des arbres. Par exemple, les arbres qui Oui, ont des qualités normales, on peut dire que c'est A. Peut-être on peut dire c'est B, on peut dire c'est C. Mais quand je regarde par rapport à vos codes que vous avez codés dans les arbres là, je n'ai pas bien compris. C'est sur base de quoi que vous avez codé les arbres là? Je n'ai pas compris. Si vous pouvez m'aider et me faire comprendre cette partie des codes des arbres. Voilà, je peux m'arrêter là. alors, désolé de prendre la parole comme ça, Laetitia. Le code des arbres, à quel niveau exactement? Parce que euh, Il y a, il y a, une- code, il y a une image qui était à gauche vers l'écran ah, de ton ok, ok, PC. oui, Vous oui, avez oui, oui, expliqué oui, ça, mais j'ai pas bien compris les codes là. Vous avez par exemple les A, oui, ça signifie si c'est vrai ou si c'est quoi là. J'ai pas vraiment compris l'interprétation de ces codes. oui, 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 oui. Ok, je Ouais. comprends. Merci beaucoup pour les questions posées. Euh, alors, je veux d'abord commencer par la première.
quelle serait la durée exacte pour atteindre le stade de climax? Est-ce que c'est moi qui ai fixé ça? Est-ce que c'est le code forestier ou est-ce que c'est... Non. Et d'abord, dans l'étude, on n'a pas prédit, on n'a pas dit que le temps nécessaire pour que l'on puisse atteindre le stade de climax, la régénération puisse atteindre le stade de climax dans la zone d'étude. Non, ça, on n'a pas fait. Alors, la durée exacte, j'ai bien parlé des estimations, en fait, sur base des études qui ont été déjà conduites ailleurs. Les estimations pensent qu'il faut un minimum de 150 ans pour que l'on puisse atteindre une forêt, pour que un espace, un champ autrefois agricole puisse atteindre son état d'équilibre naturel. Donc, ça, c'est dans des études qui ont été conduites ailleurs. Si vous voulez, je peux vous les envoyer inbox, si le sujet vous intéresse en tout cas, pour que vous puissiez y jeter également un œil. Ce sont des études super intéressantes. En tout cas, là, on fait des prédictions pour voir à quel moment la forêt retrouve son état d'équilibre. Alors, pour revenir à la deuxième question, la fragmentation ramène beaucoup d'éléments. Comment est-ce qu'on a fait pour savoir si ce sont réellement les espèces de la zone ou ce sont les espèces qui viennent d'ailleurs? Vous avez parlé du cas de Chromolaena odorata. Dans ce genre d'études, on s'appuie souvent sur les forêts matures comme étant des forêts de référence. Donc, normalement, les résultats qui n'ont pas été présentés, notamment, c'est par rapport les ANOVA, les tests statistiques qui normalement devraient nous montrer, comparativement aux forêts matures, comment est-ce que se comporte la diversité floristique, le stock de carbone vis-à-vis de tous ces éléments. En tout cas, la fragmentation, elle ramène beaucoup de choses, mais également, il faut savoir également que lorsque le retour il est là, ça dépend aussi de la distance qui va séparer les forêts naturelles, enfin, l'espace vide avec la source des, des sémenciers, la source des graines et tout ce qui va avec. Donc, je ne sais pas si j'ai été vague dans ma réponse, mais en tout cas, ici, on fait une comparaison en partant de l'hypothèse selon laquelle les forêts matures constituent la référence pour avoir ce qui vient maintenant en bas. Alors, concernant le code, le protocole RENFOR, je ne sais pas si mon écran est toujours partagé, Laetitia. Non, l'écran n'est plus partagé. Ok, Vous je peux pouvez, quand vous même. pouvez repartager, bien sûr. Bon, est-ce que. Ah oui, oui, c'est peut-être mieux pour que Oui. euh, l'on revienne un peu sur le protocole RENFOR. Alors, le protocole des arbres, il est là. Le protocole pour étiqueter, en fait. Non, ça, c'est pas étiqueté, mais pour donner des codes, juste pour savoir l'état dans lequel se trouve l'arbre au moment où on l'a mesuré. Lors de la première campagne, quand moi je suis parti pour la première campagne, on va attribuer les codes pour un arbre qui est vivant. OK? Alors, donc, on va déterminer pour un arbre vivant normal, c'est-à-dire il n'y a pas de courbure, le fût, il est droit, l'arbre est vraiment debout dans le sol et dans le peuplement dans lequel il est. On va lui attribuer le code, pardon, pour un arbre qui est vivant normal. Pour un arbre qui est vivant avec un tronc cassé, par exemple, et repoussant, nous allons lui accorder le code B. Je ne sais pas si je réponds à la question ou je me suis totalement éloigné de la question. Ben ouais, ben, j'ai compris maintenant. Ce sont les qualités des arbres que vous êtes en train de donner. Donc, j'ai compris Exactement. que la qualité que vous mettez, l'arbre qui est normal, donc c'est la qualité A, par exemple, qui est droit et ça ne représente pas de malformations, tout ça. Oui, C'est bon, oui, oui, merci. oui, oui, c'est Merci beaucoup. exactement ça. Merci C'est beaucoup. exactement ça. Je vous en prie. Arrêtez de OK, partager. OK. merci. Donc, j'ai vu que Monsieur Eric avait sa main levée. Je ne sais pas si vous voulez toujours poser votre question. Allô, Oui. je suis toujours là. Merci d'abord pour la présentation de M. Eli. C'est
C'est une thématique très intéressante et je vois vraiment qu'il a bien présenté son exposé. Alors, moi, ma première question a été répondue par la dame, la doctorante, c'était de savoir à la phase de colonisation, hein, les espèces dominantes. Je viens de suivre mes prédécesseurs qui expliquaient que c'est le Cromolena odorata qui vient en premier lieu. Ça, bon, je ne repose plus ça. Alors, ma deuxième question, c'était de savoir, pendant la phase 2, Monsieur Eli a dit que c'est Makaranga qui est l'espèce dominante. Je voulais savoir pourquoi le Makaranga a été dominante dans la phase 1 et la phase 2. Cela est dû à quoi, hein? La raison qui pousse à ce que le Makarang soit dominante dans ce stade. Merci beaucoup. Eli? Je Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je veux quand même essayer et Monsieur Eric pourra me dire si j'ai bien compris ou si je n'ai pas bien compris. Alors, on a dit que dans je ne sais pas, lorsqu'il y a colonisation d'une zone, lorsqu'il y a colonisation d'une zone qu'on peut qualifier de forêt, des terres nues, n'est-ce pas? Il y a tout un processus pour que l'on quitte une zone qui est nue jusqu'à avoir un état d'équilibre qu'on appelle l'état climatique. Alors, la première phase, justement, on part de l'hypothèse selon laquelle ce sont les premiers colonisateurs qui arrivent, c'est-à-dire, les, les noms des espèces m'échappent, les espèces qui vont coloniser la zone en premier. Et puis, dans la phase 2, dans le cadre de dans ce que je vais présenter ici, c'est une phase qui est caractérisée par l'installation. Les arbres n'arrivent pas tout de suite, en fait. C'est peut-être ça qu'il faudrait comprendre en termes de différence. Les arbres n'arrivent pas tout de suite lorsqu'on veut coloniser une zone pendant la phase 1. Alors, à la phase 2, maintenant, nous avons des espèces qu'on qualifie des espèces pionnières qui vont revenir avec... ce sont des espèces d'abord à croissance très rapide. Ça signifie qu'il suffit qu'il puisse avoir simplement une petite ouverture en termes de lumière, mais également que tous les éléments soient réunis pour que sa croissance aille très rapidement. Et malheureusement aussi, leur durée de vie n'est pas aussi très grande. C'est-à-dire, après 20 ans, 30 ans, ils commencent à disparaître, en fait. C'est pour ça que dans des forêts qui sont à 20 ans, le nombre d'individus de Musanga, par exemple, Musanga secrepioides, va commencer à baisser, et le nombre d'individus pour être maintenant remplacé par d'autres espèces, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si j'ai bien compris aussi la question, il a demandé comment se fait-il que dans la phase 1, c'est-à-dire à 5 ans, nous avons des espèces comme Makaranga qui reviennent, mais également à 10 ans, il y a dominance de Makaranga. Je ne sais pas si c'est ça la question. Oui, c'est ça la question. Ok, ok. Euh, Ça signifie en fait que Makaranga, c'est une espèce à croissance rapide et ça, j'ai eu quand même aussi à tester dans d'autres études, notamment il y a une étude qui a été conduite par Makelele en 2019 du côté des Yoko. Effectivement, dans ces deux stades d'âge, l'espèce qui semble être dominante, justement, c'est le Makaranga aussi, le Makaranga spinosa. Mais en termes de densité d'individus, on se rend compte justement que la densité d'individus est en train de baisser. Et il y a de ces espèces-là qui commencent à apparaître pour que le Makaranga fasse place à des individus de stade 3 et de stade 4. D'accord, merci. Super. Merci. Merci pour la question, Monsieur Eric. Je veux lire un commentaire de Monsieur David Mouloumé qui dit: Bravo pour cette belle présentation préliminaire, Elie Mutwedu. Ça aurait été mieux de visualiser la courbe de raréfaction. Mm. Hâte Oui, de tenir.
Hâte de lire le rapport final. Merci, David. Je vais donner la parole à Monsieur Kivono. Vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, merci. Merci beaucoup, Elie, pour la présentation. Bon, mes deux questions ont déjà été prises en charge par les autres par les prédécesseurs, notamment la courbe de la réfraction et l'équation allométrique. Mais toutefois, j'aimerais savoir les statuts de conservation des zones où vous avez installé les parcelles. Est-ce des forêts communautaires, des champs? C'est quoi? Qu'est-ce que vous garantit que vous allez revenir là-bas et retrouver les espaces intacts pour continuer les recherches? Parce que c'est comme si vous reviendrez pour faire des mesures, afin de comprendre un peu la dynamique à terme de diversité et aussi à terme de biomasse. Et aussi, je reste un peu sur ma soif de savoir les vrais facteurs qui interviennent, en tout cas dans le processus de conversion des terres partant vraiment des espèces pionnières, les premières espèces, jusqu'à la phase climatique dans votre zone d'étude. Quels sont les facteurs qui interviennent? Est-ce que les sols jouent un rôle? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme facteur qui peut influencer un peu cette dynamique? Bon, il y a d'autres détails, mais voilà mes deux principales questions. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la question. C'est, je suis quand même content de voir d'avoir toutes ces questions parce que ce sont des questions aussi qui me permettent en fait euh, de me poser moi-même ces mêmes questions pour me rassurer que je suis dans le bon et que les résultats vont aboutir à une étude super intéressante. Enfin, je l'espère en tout cas. Alors, le statut de conservation de ces forêts-là, alors, qu'est-ce qui me garantit que je veux revenir dans ces espaces-là? C'était justement ça, la première préoccupation à laquelle il fallait répondre. Où est-ce que nous allons installer les dispositifs? Est-ce que réellement je peux les retrouver par après? Alors, quelles dispositions nous avons prises? Nous avons en fait installé les dispositifs, en tout cas pour la plupart, euh, dans la concession de l'INERA, la l'INERA Mukumari. Donc, ce qui fait que on suppose que, vu que c'est un centre de recherche, ils ont une superficie, ils ont plus de 2700 hectares de superficie au niveau de l'INERA Mukumari. Et donc, nous avons rélevé, euh, nous avons prélevé les données. Ah, oh là là, sorry, je viens de lire dans le chat, Eric. Du coup, l'enchaînement logique de mes idées est un peu perturbé. Alors, nous avons demandé justement, relever l'histoire d'utilisation de ces terres agricoles là au niveau des l'INERA Mukumari. Et nous avons fait des prospections sur le terrain pour nous rassurer réellement que le choix des sites était d'abord bon, mais également si les périodes suivantes vont suivre pour que nous puissions réellement nous rassurer que les études seront conduites. Donc, c'est ça la garantie que nous avons. Il y a deux sites qui ont été concernés principalement. Il y a un site qu'on appelle Omenjadi. Euh, pour traduire en français, c'est le mari de la foudre. Et puis, il y a un autre site qui s'appelle l'ONA. Malheureusement, ça, c'est aussi un cas qu'il faudrait souligner. Il y a deux de nos dispositifs ont été brûlés, principalement du côté de ce que j'ai appelé l'ONA. C'est pas parce qu'en fait, ils ont été brûlés intentionnellement, non. En fait, il y a un feu de brousse qui était installé dans une forêt juste à côté. Et le feu, on a eu du mal à contrôler le feu, en fait. Et conséquence, voilà, nous avons perdu carrément deux dispositifs. Bon, on espère que ça va pas empiéter ou ça va pas causer de dommages pour nos autres études qui vont suivre.
Donc, c'est un peu ça, la mesure qui a été prise. Mais également sur place, là, dans son cours, nous avons eu à travailler avec des jeunes qui nous aident aussi à faire la surveillance régulière, au moins chaque fois, une fois le mois. Ils font le tour de tous les dispositifs pour se rassurer que ils sont intacts, qu'il n'y a pas de perturbations. Dans le cas contraire, on va contacter juste les chefs de site de l'INERA pour qu'ils prennent les mesures nécessaires et limiter la destruction de nos dispositifs. Alors, pour rebondir à la deuxième question, s'agissant des facteurs qui interviennent, je vous ai laissé dans la soif. Ah oui, oui, moi-même je suis dans la soif en ce qui concerne les facteurs qui interviennent. Je vois que Laetitia aussi, quels sont les facteurs qui interviennent en fait pour expliquer ces variations? Je pense que Dieu aidant, ça va faire objet de la prochaine mission pour aller justement collecter les échantillons de sol mais également, oui, les échantillons de sol, il y a un protocole déjà qui a été déjà écrit. Nous allons également prendre différents paramètres relatifs aux traits fonctionnels pour essayer un peu de voir comment tout cela peut influer sur, voilà, expliquer un peu les facteurs, en fait, à quel niveau tel facteur intervient, les données climatiques. Et on espère les trouver, même si la station des linéaires a été abandonnée depuis longtemps, mais bon, on espère qu'on va trouver des données qui peuvent nous aider à expliquer tous ces facteurs-là. Mais, Monsieur Jeannot, vous et moi sommes, et Laetitia aussi, je vois, nous sommes sur notre soif et donc, j'espère en tout cas que l'année prochaine, lorsqu'il y aura une nouvelle présentation, ça sera maintenant pour vous expliquer un peu les facteurs qui interviennent dans ces variations qu'on observe. Merci. Merci bien, merci bien. Je vais donner la parole à la main levée. Lien ouvert, c'est le nom qui s'affiche. Ouvrez votre micro si vous pouvez. Oui, bonjour Madame Laetitia. J'espère que Bonsoir. vous allez. Je D'accord, vais... c'est Tawano Abalo depuis le Bénin. OK. D'accord, merci de m'avoir donné la parole et vraiment félicitations au présentateur. C'est un très bon sujet intéressant. Moi, de ma position agroéconomiste, je pense un peu sur le côté social. Mais dans la présentation, bon, c'est bien vrai que je ne suis pas vite connecté. Je ne sais pas si cette partie était présentée. Je n'ai pas observé vraiment la contribution, en tout cas la partie sociale de son étude, vu que tout à l'heure, il a parlé à ce que pour la régénération, la question de biomasse, il faut 150 ans. Il faut 60 ans. Je pense qu'il y a un confrère qui est revenu là-dessus. La société qui doit être bénéficiaire, elle se trouve où? Les producteurs, les cultivateurs. Qu'est-ce qu'ils seront en train de manger? Quelle est la parcelle réservée qu'ils seront en train de cultiver avant 150 ans? Est-ce qu'il est toujours vivant ou bien il faut attendre la génération prochaine avant de pouvoir cultiver? Cette partie, je n'ai pas vraiment compris. Je n'ai pas vraiment Oui. compris s'il pourrait revenir là-dessus, ça serait vraiment intéressant pour qu'on puisse comprendre les cultivateurs qui embravent ces superficies, qui créent des dommages pour la gestion de l'environnement et tout ça. Ce qui seraient en train de manger, ce qui seraient en train de cultiver avant de pouvoir satisfaire cette régénération. L'autre préoccupation, il a parlé des études. Il n'a pas vraiment donné le lieu, la zone de cette étude. Est-ce que les questions pédologiques de cette zone d'étude qui ont favorisé ces 50 ans de, de résultats. Est-ce que c'est la même question pédologique au niveau de sa zone d'études actuelle? Je pense qu'on doit vraiment comprendre cette partie pour mieux faire le matching et comprendre la réalité, en tout cas la pertinence des différents résultats selon les zones d'études. Donc, je pense que c'est un peu mes questions. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Abalo. En tout cas, merci beaucoup pour l'intérêt manifesté. Je vais commencer par la deuxième question pour comprendre un peu la situation pédologique. Je trouve que elle matche très bien la question avec l'intervention de Monsieur
Jeannot Kivono, par rapport aux facteurs qui interviennent pour expliquer ces variations. Donc, nous tous, nous sommes sur notre soif et on espère, comme je le disais, que lors de la prochaine présentation, nous allons trouver réponse à cette question-là. Mais sincèrement, c'est une question super pertinente et qui est prise en compte, qui sera prise en compte, en tout cas, j'espère, dans un avenir proche et que les résultats seront toujours partagés avec toute la communauté de chez Ascreen Africa. Évidemment, si j'ai la bénédiction de Laetitia pour une nouvelle session prochainement. Alors, Toutes mes excuses, hein. là, Je ne suis pas encore satisfait pour cette question. C'est bien vrai, j'ai compris, les confrères ont demandé, ils étaient sur leur soif par rapport à ça. oui, Désolé si j'étais à côté du nouveau, il vient de sortir du service. En fait, ma préoccupation, il y a des résultats qui vous ont amené, des études anciennes, des anciennes études qui vous ont amené à prendre, en tout cas, à mieux s'inspirer pour ce que vous présentez actuellement. Vos recherches documentaires, votre oui. revue de littérature, c'est là où vous avez trouvé 150 ans. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas encore poussé votre revue de littérature jusqu'à voir, comprendre clairement ou bien lire les résultats au niveau de ces études, c'est ça? Sinon, je n'ai pas compris. Parce que normalement, déjà, si vous n'avez pas de 150 ans, il devait donner déjà les caractéristiques pédologiques qui prouvent qu'effectivement, avec tel genre de sol, telle qualité de sol, permet cette régénération, permet de pouvoir conserver la biomasse, ceci et ça. C'est en fait là ma préoccupation. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas encore poussé votre curiosité, en tout cas votre recherche, votre revue de littérature sur ces documents, ces résultats disponibles? Oui, alors je pense que cette question m'a également été posée précédemment pour savoir est-ce que lorsque j'ai parlé de 150 ans pour que l'on puisse avoir pour que la forêt en fait puisse se régénérer, atteindre un niveau plus ou moins d'équilibre. Dans le cadre de nos études préliminaires, je l'ai dit précédemment, on n'a pas estimé en fait le temps nécessaire qu'il faut dans notre zone. Ok, on n'a pas estimé le temps nécessaire dans notre zone, mais j'ai dit que en moyenne, dans des régions là où on a conduit des études, il y a une étude par exemple qui a été conduite euh, dans le Bas-Congo, sauf erreur de ma part, à Luki, dans la région de Luki, on a trouvé réellement qu'il fallait des temps qui avoisinaient dans les 150 ans. C'est pour ça que je dis que en moyenne, il faut 150 ans, mais également dans d'autres régions du monde, comme dans la partie amazonienne, on a montré qu'il fallait justement en moyenne 150 ans. Donc, dans le cas de notre étude ici, on n'a pas fait une prédiction pour que l'on sache faire une comparaison maintenant en termes de propriété de sol. Lorsqu'on a un sol qui est comme ceci, comme ceci, comme ceci, il n'y a pas un modèle exact qui a déjà été élaboré pour le bassin du Congo pour que nous puissions prédire ça. On espère aussi, et j'espère en tout cas que les données qui seront collectées par la suite vont faire objet d'une grande base de données qui pourrait nous aider à faire des prédictions, des caractéristiques exactement, à la fois avec les propriétés du sol, mais également les conditions climatiques pour dire que nous, voilà, dans de telles conditions, voici les résultats auxquels nous pouvons nous attendre. Enfin, c'est tout ce que moi je pouvais avoir à donner comme réponse à la question. Euh, alors, pour revenir à la question de l'aspect social, euh, dans la partie introductive, je crois avoir dit que le but, en fait, la recherche serait à la fois un élément pour aider les gouvernements à orienter leurs décisions. Mais également, j'ai montré que les forêts de régénération sont également prises en compte actuellement parce que ils représentent la moitié, si pas plus de la moitié des forêts que nous avons actuellement au niveau de la planète. Donc, en ce sens-là,
ça pourrait, du point de vue social, on peut également intégrer les résultats qui sont obtenus, par exemple, dans les cadres du processus RED, pour que les populations, à travers tout ce qu'on a comme crédit carbone et tout ce qui va avec, puissent bénéficier un peu des retombées en termes d'argent pour qu'elles puissent survivre. Évidemment que la question qui accompagne par après, c'est la question de gouvernance. Est-ce qu'ils auront accès à ces ressources-là, etc., etc. Mais en tout cas, ce que moi je peux dire, c'est que les résultats vont permettre qu'on puisse intégrer, que les pays concernés puissent être mieux intégrés au niveau international dans le cadre des processus cadrant avec les séquestrations de carbone. Voilà. Merci bien. Avant de donner la parole à Aksanti, je vais lire une question dans le chat box de Victorine Jomako qui dit: Bonsoir et merci pour cette brillante présentation. Si j'ai bien saisi votre approche, il s'agit de récupérer les sols après dégradation par les activités agricoles afin de restaurer la forêt. Vous avez évoqué la pression démographique et l'impact sur la préservation de cette faune. Comment résoudre ce problème de fond entre préservation, restauration et pression démographique? Comment résoudre la question de entre préservation? Comment résoudre donc ce problème de fond entre préservation, restauration et pression démographique? Très bonne question qui me fait tourner la tête. Je peux. Ouais, en tout cas, une très bonne question. Comment résoudre le conflit en termes entre la préservation, la restauration et la pression démographique? Euh, Ça nous amène en tout cas, de mon côté, d'abord pour la pression démographique, ça m'amène à penser à tout ce qu'on connaît actuellement comme concept d'agriculture intelligente, c'est-à-dire, je ne suis pas très fort en tout cas en agriculture, donc je ne sais pas si je vais dire des choses qui sont déplacées. Mais ça me ramène en tout cas à penser à des questions d'agriculture intelligente, c'est-à-dire si on peut être capable de produire sur des superficies qui sont carrément réduites et parvenir à nourrir plusieurs bouches possibles, ça peut, je pense en tout cas, aider à réduire tout ce qu'on peut avoir comme pression démographique sur les ressources naturelles, mais également entre préservation et restauration. Si on parvient déjà à résoudre le problème de pression démographique, il en va de soi que d'office le problème de restauration, mais également des préservations seront résolus. Je réfléchis juste comme ça à haute voix, mais je ne suis pas sûr et certain que la réponse rencontre un peu l'intérêt de Madame Victorine. Très bonne question en tout cas. Je l'ai vraiment notée et je pense qu'elle doit faire objet d'une réflexion plus approfondie. Ou si dans l'audience, il y a quelqu'un qui peut trouver une réponse à proposer, en tout cas, elle est la bienvenue. Moi, je peux proposer une question, Madame Victorine, soit une réponse. Hein. OK? Madame Victorine, c'est une question importante, telle que vient de dire Monsieur Elie. Aujourd'hui, il y a trop d'ateliers, il y a beaucoup de réunions que les gens proposent que les agriculteurs commencent à faire l'agriculture qu'on appelle sous tapis vert. Comment l'agriculture sous tapis vert? On conseille les gens, une fois vous coupez les champs, il faut laisser quelque chose d'une semaine ou 2 semaines que les débris que vous avez coupés dans les champs pour se décomposer d'elles-mêmes et après vous pourrez passer pour faire la culture soit plantée. Et après d'avoir fini, ce sont toujours les débris que vous avez coupés là qui vont fertiliser les sols au lieu de procéder par l'agriculture qui est itinéraire brûlir. On profite par des cendres pour que les cendres puissent fertiliser rapidement les sols et gagner aussi très rapidement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut couper 5 hectares, on met les feux, on incinère parce qu'on a besoin de cendres qui va fertiliser rapidement les sols.
Après 2 ans ou 3 ans, on change encore le lieu pour aller couper quelque part, soit faire la glisse quelque part. C'est ce qui fait que nous perdons à chaque fois des superficies de la forêt. Et aujourd'hui, on conseille les gens beaucoup plus en Afrique. Une fois vous coupez, il faut laisser les débris que vous avez coupés là. Après une semaine ou 2 semaines, ça va fertiliser les sols. Et après, vous cultivez et ça peut faire 5 ans, 10 ans. Vous pouvez cultiver dans le même endroit au lieu de se déplacer, aller dans plusieurs endroits. Mais au niveau de l'Europe, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont des tracteurs agricoles, ils ont des engins. Ils peuvent arriver dans un endroit, ils commencent directement à labourer par des engins qui sont appropriés, ils vont planter. Mais en Afrique, vu qu'il n'y a pas trop de matériel, la possibilité ne permet pas d'avoir des engins. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens peuvent exploiter 5 hectares et ils mettent les feux et ils ont besoin de cendres et tout ça. Et après 2 ou 3 jours, ils quittent le lieu, ils partent quelque part. C'est ce qui fait que la forêt est beaucoup plus exploitée. Mais beaucoup de gens conseillent aujourd'hui dans des réunions qu'on doit pratiquer l'agriculture qui est sous tapis vert. Vous coupez, vous laissez après une semaine ou 2 semaines. Les débris que vous avez coupés là, ça sera décomposé et après vous pouvez pratiquer l'activité de l'agriculture. Ça, c'est ce que le professeur Pierre m'a enseigné à l'UNIKIS et j'ai continué avec ça. Il y a des ateliers qui se passent à tout moment pour ça. Je ne sais pas si cela pourrait vous aider. Merci bien, Monsieur Jaffet. Je vais lire une question de Monsieur Eric Mouhindou qui dit, avez-vous comparé les données de la régénération foresterie du Sankuru avec celles de Mayombe ou du Kwamouth? Non. Est-ce qu'il y a une différence? La réponse est non. Je n'ai pas eu à comparer les données parce que, en tout cas, je ne les ai pas encore trouvées. Ou s'il a des données sur Kwamouth ou dans le Mayumbe, en tout cas, il peut mais partager des références comme ça, je vais prendre le soin de les parcourir également. Par contre, il y a des études, notamment, comme je l'ai souligné, du côté d'Yangambi, il y a également des études qui ont été conduites dans la zone au Congo-Brazza, par exemple, avec le Botapanzu. Il y a des études également toujours du côté de Yoko. Ce sont des études qui jouent le rôle de comparatif. Il y a également du côté de Parakou, je pense, sauf erreur de ma part aussi. Il y a des dispositifs installés dans ce sens-là, mais du côté des Kwamouth et Mayumbe, je n'ai pas encore trouvé d'article spécifique qui parle de ça. S'il a des références, en tout cas, il peut me les partager. Comme ça, je veux exploiter et voir ce qu'il y a dedans. Mais la réponse. Monsieur Ndoko Jaffet, ouvrez votre micro. Moi, j'ai une petite question de curiosité. Je voulais savoir, Monsieur Lee, Oui. quels sont les spécimens que vous prenez pour faire ramener à l'herbier Linera Yangambi pour l'identification? Vous prenez les Quels feuilles, vous sont- prenez les écorces, ou vous prenez quoi pour ramener à Linera Yangambi, à l'herbier pour l'identification? Et compte tenu de la question de M. Gerno, je pense il voulait savoir si vous avez pensé aussi aux études pédologiques. Mais finalement, vous avez parlé d'une zone là où il y a aussi l'INERA où vous pouvez peut-être mettre votre chat expérimental. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de botanistes, que ce soit à l'INIKIN, que ce soit à l'ERAIFT, je connais, il y a tant de collègues là qui sont à l'ERAIFT, mais vous Hmm. envoyez vos spécimens à l'INERA Yangambi. Je n'ai pas compris pourquoi vous avez choisi toujours envoyer à Yangambi. Tandis qu'il y a d'autres gens qui peuvent faire les identifications à Kinshasa, ça peut être possible. OK. Vous avez demandé quels sont les spécimens qu'on ramenait à Yangambi. Bon, d'abord, pourquoi on a choisi l'INERA Yangambi? C'est parce que déjà, lorsque j'étais sur le terrain, j'avais déjà un botaniste de l'INERA Yangambi avec qui je suis parti sur le terrain. Donc, c'était parce que au niveau local, moi, je n'avais pas de contact sur Kinshasa, mais j'ai par contre des contacts dans l'INERA Yangambi parce que je suis content d'apprendre que vous avez fait l'UNIKIS. J'ai également fait l'UNIKIS, donc vous voyez un peu que j'ai des contacts sur place. Et l'INERA Yangambi, voilà, fait partie quand même des références au niveau mondial. On sait qu'à Yangambi, il y a plusieurs herbiers qui peuvent être comparés à d'autres qui ont été obtenus, même si les résultats commencent actuellement à être scannés, ainsi de suite.
Mais voilà, il y a cette disponibilité-là de, des contacts au niveau local que personnellement, je n'avais pas à Kinshasa. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré faire venir un technicien à la fois de Yangambi, avec qui nous avons fait le terrain, mais également qui est revenu sur Yangambi avec des échantillons qui ont été collectés. Euh, qu'est-ce qu'on a pris pour les spécimens qu'on va envoyer sur Yangambi? Nous avions d'abord les feuilles. Il fallait prendre des échantillons de feuilles et quand c'était possible aussi prendre les écorces. Mais également le tout était accompagné aussi par différentes photos des individus qui étaient prises sur place. Lorsque les fleurs sont disponibles, on prend toujours la photo pour qu'on s'assure que l'identification va se faire correctement. Mais de manière générale, en tout cas, c'était les feuilles et l'écorce pour faire l'identification. Alors, vous dites que nous avons INERA à Yangambi, enfin à Mukumari, et pour comment se fait-il qu'on n'a pas trouvé des données, des études pédologiques? C'est ça la question, ça fait de ma part. Non, 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 non. En fait, c'était pas la question. C'était juste de savoir que vu qu'il y a l'INERA là-bas, je m'entendais qu'on peut avoir aussi l'herbier là-bas pour envoyer des spécimens de l'autre côté pour que ça soit facilement identifié aussi parce que c'est votre terrain Oui, d'expérimentation. Je m'entendais que ça exact. pourrait être sur là-bas. Bon, ok, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, Moi, oui, oui. Je peux quand même intervenir par rapport à cela, ou bien oui. on peut le faire en aparté. En fait, lorsque le Sankourou, c'est une zone, sincèrement, qui est euh, très enclavée, si je peux le dire comme ça. Déjà, accéder à Inera Mukumari, ça prend vraiment, c'est beaucoup d'énergie, hein. Le voyage, d'abord, il est long pour vous montrer un peu le contexte dans lequel les recherches sont en train d'être conduites et pour vous faire comprendre également que lorsqu'on fait recours à des ressources qui viennent d'ailleurs, ça signifie que au niveau local, on a eu du mal à avoir les ressources en fait. Et c'est le cas de l'INERA Yangambi. Je peux enfin, de l'INERA Mukumari. On peut peut-être en parler en aparté je peux vous envoyer des photos pour vous montrer un peu les conditions de l'INERA Mukumari actuellement. Et heureusement qu'il y a quand même des activités de relance qui sont en train d'être mises en œuvre, notamment avec les raïfs aussi, avec plusieurs partenaires. Et les raïfs chapeautent le volet renforcement de capacité et tout ce qui est mise en œuvre recherche. Et voilà. Donc, les conditions locales ne permettaient pas assez que l'identification se fasse au niveau local et c'est pour ça qu'on a été obligé de les acheminer, d'acheminer des échantillons jusqu'à euh, à Kinshasa et puis renvoyer ça sur Yangabe. Et je veux dire un grand merci à Oui, oui. l'audience pour toutes les questions qui ont encore vraiment enrichi l'événement. Et un grand merci donc à Monsieur Elie Moutouedou pour une présentation vraiment très intéressante. Je vais clore en lisant le commentaire de Judith Sifa qui dit: Toutes mes félicitations, Monsieur Elie, pour votre présentation enrichissante et nous attendons la suite avec impatience.